Allez, on se retrouve pour le débat du Grand JT à 21h, passé de 14 minutes sur CNews, 48 heures de tension. Et à la sortie des augmentations de salaire. Christophe Castaner n'a pas mis bien longtemps à accéder aux requêtes de ses policiers. Le gouvernement a cédé face à des revendications, somme toute légitimes, mais a cédé tout de même. Et cela s'ajoute forcément au gros chèque de 10 milliards d'euros pour calmer la grogne des Gilets jaunes. Alors Emmanuel Macron, vrai ou faux Père Noël? Regardez. Certains ou certaines ont pris l'habitude de venir vous voir en vous prenant pour en quelque sorte des crédules et font la liste du Père Noël. Je crois que vous n'êtes plus de grands enfants en disant j'ai des propositions particulières pour la Corse. Je ne suis pas le Père Noël. Donc le concret, on le fera ensemble. Il est là, c'est déjà bien. Il est là, c'est déjà bien. Mais je sais. Mais madame, il n'y a pas d'emploi sans les entreprises. Donc je veux vous dire. Mais on leur demande, il n'y a pas que eux. Vous avez le choix. Je vous promets qu'on fera le maximum. Je ne suis pas le Père Noël parce que les Guyanais ne sont pas des enfants. 3 verres. Merci ma chérie. 4 verres. Et les verres là, ça suit. Bougez pas. 4 verres. Bah, c'est un énorme cadeau. Il est déjà en train de négocier. Oui, elle me l'a donné. De temps en temps. Voilà, de temps en temps, c'était hier soir, Noël de l'Élysée, délocalisé pour l'occasion, la manufacture des Gobelins. Vrai ou faux, Père Noël? Emmanuel Macron, on en parle avec Edwige Diaz. Bonsoir, vous êtes conseillère régionale du Rassemblement national en Nouvelle-Aquitaine. Sarah Ellery, bonsoir, députée de Loire-Atlantique et porte-parole du MONEL. Et puis Igor Zamiki, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire de la fédération du Parti communiste français de Paris. Vrai ou faux Père Noël, Emmanuel Macron? Faux Père Noël, assurément. En tout cas, si c'est un Père Noël, on peut dire que sa hotte n'est pas vraiment bien remplie, parce que quand on regarde les mesures qui ont été annoncées, je prendrai la hausse du SMIC. C'est juste des mots, parce qu'on a vu la séquence où il disait je suis pas le Père Noël, et puis ça s'est un petit peu transformé ces derniers jours. On nous annonce une hausse du SMIC. C'était 100 €. C'est passé à 90 €. Ça devait être en janvier. C'est passé à février. Au final, il y a la moitié des salariés payés au SMIC. C'est un peu flou. Il y a plus d'argent au final, non? Il y a plus d'argent, non? Mais écoutez, surtout, 10, en plus, milliards. ce ne sont pas des augmentations de salaire. Et pour les toucher, il y a un certain nombre de conditions, premièrement. Et c'est les Français qui vont payer. C'est les Français qui vont payer pour une bonne raison. C'est que quand on regarde le financement des 10 milliards d'euros de mesures, c'est 1,5 milliard de coupes dans les dépenses publiques. Alors moi, je pose la question au président de la République. Où vont se faire ces coupes? Elles vont se faire dans l'éducation, où les personnels n'en peuvent plus. Elles vont se faire dans la santé, alors qu'on vient d'avoir à l'hôpital Lariboisière une femme qui est décédée après être restée 12 heures sur un brancard. Enfin, sérieusement, les séquences de communication, ça va un peu. Maintenant, les Français veulent des actes, ils veulent des réponses, et ils veulent des réponses sur la hausse des salaires, ces mesures, le président de la République, sur le rétablissement de l'ISF. Il les a égrenées, ces mesures, le président de la République? Le service après-vente également du Premier ministre? Non mais écoutez, encore une fois, ces séquences de communication, moi je trouve, sont vraiment en décalage avec la réalité des Français. Et la réalité des Français, je prendrai par exemple, quand on voit l'ensemble des mesures, rien pour les fonctionnaires, rien pour les jeunes, aucune annonce. Comment on peut considérer que c'est à la hauteur de la crise sociale du pays? J'essaie d'apporter un petit peu de soutien à Sarah Ellery, mais je préfère que vous défendiez. Mais évidemment, mais ce que vous dites est particulièrement grave, pour 2 raisons. Nous avons vécu une crise assez profonde. Il y a eu de l'agitation dans notre pays et des revendications particulièrement légitimes. Avec ce que moi j'ai entendu, parce que j'ai reçu les Gilets jaunes toutes les semaines depuis le début. Allez, 3-4 revendications principales. La première, pouvoir d'achat. On veut mieux vivre de notre salaire. Et c'était ça le sujet principal. La deuxième, une revendication liée à une justice fiscale, une envie de justice fiscale. C'est-à-dire qu'on puisse payer proportionnellement à ce qu'on a et que finalement chacun participe à sa hauteur. Et enfin, une envie de renouveau démocratique. Et face à tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé 2 choses. La première, une réponse très concrète. Et nous sommes d'ailleurs ce soir en train de voter à l'Assemblée nationale ces mesures concrètes. C'est 100 € d'augmentation pour les personnes qui sont au SMIC et qui en ont besoin. Vous y retournez après ou pas? Tout à fait. Jusqu'à 6h, 7h du matin? J'y retourne tout à fait tout à l'heure pour continuer dès 21h30 Mais à l'Assemblée. on est très loin des revendications des Gilets jaunes. Je vais aller au bout. Juste, je vais aller au bout. Ça, c'est la première partie. Il y a quelque chose qui a été corrigé pour les retraités avec la suppression de la hausse de la CSG. C'est des réponses extrêmement concrètes. La défiscalisation des heures supplémentaires. Et qu'est-ce qui est le plus important pour le renouveau démocratique et pour le reste de la justice fiscale?
il y a un rendez-vous qui a été donné. Le rendez-vous, c'est les Grenelles sur nos territoires. C'est ensemble qu'on va réécrire un pacte social et civique. Pourquoi? Parce que finalement, ces transformations, ce cri de colère, il date de quand? Il est tellement profond, il est tellement ancré dans notre pays qu'il faut des réformes profondes, des réformes qui permettront... C'est un petit peu accentué ces 18 derniers mois, non? Non, ça ne s'est pas particulièrement accentué. Non, moi je pense que, par contre, là, il y a eu, un coup de colère. C'est pas ce qu'ils vous disent à Nantes? Ils vous disent quoi à Nantes? On nous a dit, moi ce qu'on m'a dit, c'est que la hausse sur les carburants, c'était l'annonce de trop. C'était plus possible parce que tout le monde était déjà au maximum et que finalement là il fallait entendre quelque chose qu'on avait diagnostiqué. Et vous disiez déjà pas ça du temps des retraités, non? Avec la hausse de la CSG? Si, tout à fait. Et d'ailleurs pour les retraités, une partie de la majorité, ma famille politique, au Modem, nous avions alerté et nous avons augmenté. Nous voulions une augmentation du plafond et je pense que c'est plutôt salvateur d'entendre et de corriger. C'est ça aussi la réalité. Diaz, vrai ou faux Père Noël Emmanuel Macron? Faux Père Noël, plutôt Père Fouettard. Alors, on ne peut pas lui reconnaître qu'il s'est au moins un petit peu transformé, non? Non, mais je veux dire, il a distribué une aumône, fait un petit peu de saupoudrage. 10 milliards, c'est une aumône? Non, mais c'est surtout 10 milliards, comment va-t-il les financer? Le PIB qui va passer à 3,3 ou 3,4? Oui, mais justement, venons-en au problème. On ne peut pas aller en dessous des 3% de déficit. Donc là, aujourd'hui, il annonce des choses qui ne pourront pas être financées. Il parle, dans son annonce déjà qui était empreinte d'insincérité, où il a besoin d'un prompteur pour dire ce qu'il a à dire, il nous a parlé de justice fiscale, notamment sur les grandes entreprises. Moi, j'attends de voir quelle autorité il va avoir. Vous êtes dur, elle n'a quand même pas souvent de prompteur. Ensuite, vous parlez de renouveau démocratique. Mais je veux dire, si il y avait la proportionnelle aux élections législatives, je souhaite. Comme ma famille politique souhaite. Non, c'est le modèle au mouvement démocrate. Au Modem, pour l'instant, il s'est pas fait. Nous avons toujours été favorables à la proportionnelle et au vote blanc. C'est historique. En tout cas, Emmanuel Macron ne le fait pas, ou alors ça sera. Et si, ça va arriver. Ça sera des miettes, madame. Et ensuite, on s'est battu dès le début. S'il vous plaît, vous parlez donc de cette consultation. Donc déjà, il aurait fallu mettre la proportionnelle. Ensuite, vous écartez du débat un sujet majeur, qui est le sujet de l'immigration. Ensuite, vous demandez aux maires de faire votre job. C'était aux sous-préfectures d'organiser ces débats. Et moi, je me souviens du flop des consultations citoyennes sur l'Union européenne qu'Emmanuel Macron avait dû annuler parce que ça ne marchait pas, ça ne prenait pas. Les Français ne croient plus en ce président. Il est discrédité, son quinquennat est raté. Moi, ce que j'invite les gens à participer à ces débats, parce que vous savez quoi, quand on voit que 70% de la population soutient l'esprit, pas ce qui a pu se passer, les comportements de voyous, mais soutient cette crise, cette envie de participer. Moi, j'invite toutes les personnes qui le souhaitent à participer à ces Grenelles. D'ailleurs, j'ai discuté avec tous mes maires. Ils ont tous eu une invitation. Il y aura des rendez-vous parce que vous savez, notre territoire, il est divers. Et finalement, ces réponses, elles se passeront dans nos villes, dans nos communes, dans nos villages. J'entends ça. Et je veux j'aimerais avoir revenir, ces débats. je suis désolé, sur cette somme de 10 à 12 milliards d'euros. C'est énorme. C'est énorme. Et ça, j'en conviens. C'est énorme. Mais ça ne donne pas une impression bizarre. On a tellement dit pendant des mois et pendant des années qu'il n'y avait pas d'argent, et là, on sort 10, 12 milliards comme ça du chapeau. Vous savez pourquoi? Mais surtout qu'ils vont pas avoir bizarre. Non, parce que c'est extrêmement urgent. Ça fait pas genre l'argent caché et hop, on le ressort, non, pas du tout. C'est parce qu'il y a une question d'urgence. Il fallait répondre de manière immédiate et de manière concrète. Et pour ça, il y a des propositions en face. Nous, mais ça donne du grain à moudre aux gilets jaunes. On va dire, vous voyez, ils ont de l'argent. Mais parce que les questions sont légitimes. On a manifesté, on a eu. Les questions sont légitimes. Faire payer les Français. Vous ne vous attaquez pas aux entreprises. Mais pas du tout. Vous n'avez même pas vu les propositions. Les grandes multinationales de ce pays ont payé 180 milliards de dividendes à leurs actionnaires en 2017. Faites le prélèvement à la source sur les bénéfices des multinationales que propose le Parti communiste. Modulez l'impôt sur les sociétés en fonction de la politique d'emploi, de salaire, etc. Proposer un autre crédit dans le pays au service de l'emploi. Mais le pire, c'est que vous n'écoutez pas. Mais le pire, vous n'écoutez pas. Écoutez, de manière très concrète, il y a deux choses. On propose la taxation des GAFA, des géants du numérique. Et ça, c'est ce qui va permettre... n'est pas d'accord. L'Union européenne n'est pas d'accord. C'est ce qu'on fera. Sur des dizaines de laissez-moi aller au bout. Vous voulez savoir comment on va financer la taxation des géants du numérique. Qui va payer. Mais bien sûr. Mais de toute façon, il y a un moment, il ne faut pas se leurrer. La dette, l'emprunt. Il y a un moment, il ne faut pas se leurrer. La réforme de l'État est nécessaire et maintenant. Et ça, c'est la réforme.
obliger les grandes entreprises, les GAFA en particulier, qui font des bénéfices sur nos territoires, à financer. Pas du tout. 500 millions au minimum dès maintenant. C'est peut-être un petit peu avancé Bruno Le Maire, parce qu'il s'est avancé. La lutte contre l'évasion fiscale, parce qu'on a voté une loi, exactement, on a voté une loi il y a quelques mois qui va doter... Mais arrêtez de dire... En fait, il y a dans rien. La liste des paradis fiscaux, vous êtes incapable de mettre le Luxembourg. Eh bien, c'est faux. Vous voyez, vous vous rendez compte, vous n'êtes même pas au courant que nous avons voté, le mouvement démocrate, le MoDem et les communistes, en commission, nous avons fait évoluer la loi qui permet d'intégrer dans les paradis fiscaux les pays de l'Union européenne qui ne se comportent pas. Sur les 80 milliards c'est actuel. Ça, c'est actuel. Ça, c'est très concret. J'attends le résultat. Oui. Edith Diaz, vous êtes heureux au Rassemblement national. On dit adieu, très clairement, aujourd'hui, à l'orthodoxie européenne, non ? Non, mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est que vous avancez ces 10 milliards d'euros, mais vous ne les financez pas en contrepartie. Je n'ai rien entendu sur le coût de l'immigration. Je n'ai rien entendu sur le budget que vous allouez à l'Union européenne. Mais il n'y a pas de tabou. Mais si, monsieur, c'est un coût. L'immigration, attendez, écoutez, un mineur non accompagné coûte 4 200 € au conseil départemental. Vous le financez comment? Par les impôts. Donc là, c'est 10 milliards d'euros. C'est plus de dettes, c'est plus d'emprunts. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que vous souhaitez qu'on réponde à la crise et vous ne saluez même pas les avancées pour les Français. Est-ce que vous vous rendez compte? De bonnes avancées, ce ne sont pas de bonnes avancées. Non, mais les Français eux-mêmes ne les saluent pas, madame. Ils continuent de soutenir le mouvement. Mais c'est normal de soutenir le mouvement. On voulait parler de référendum. Les questions sont légitimes. Les questions sont mais ça, c'est important. Mais oui, mais c'est légitime. Et ça arrivera, puisque vous savez très bien... Madame, est-ce que ça sera aussi tenu que, par exemple, allez, un exemple à la volée, la Banque de la démocratie? Mais sur laquelle typiquement, on est revenu. La Banque de la démocratie. La Banque de la démocratie, vous n'avez pas fait. La Banque de la démocratie est portée. Moi aussi. La Banque de la démocratie a été portée et proposée par François Bayrou. Oui, et alors on en est où? C'est mon président, de parti. Quel impact, quelle influence? Parce qu'aujourd'hui, elle arrivera après les élections. Mais pas du tout, parce que c'est notre proposition, la Banque de la démocratie. Immédiat, mais vous ne l'avez pas mise en place. Mais pas du tout. Donc le problème, c'est que vous vous rendez compte, parce que vous êtes en train de critiquer quelque chose que nous proposons et que nous portons. Madame, vous êtes dans la majorité, vous n'arrivez même pas à vous faire entendre sur des propositions démocratiques. Et après vous dites sur tous les plateaux nous avons la démocratie volontairement pour la nationalisation des grandes banques. Ça, je pense qu'on ne sera pas suivi par le MoDem et par le Rassemblement national sur cette proposition. Pourtant, je pense que si on nationalisait les grandes banques dans ce pays, on pourrait enfin réorienter l'argent vers les besoins sociaux. Et ça, vous voulez pas l'entendre. C'est sûr qu'il faudrait revenir sur le 73. Là, il faut revenir un peu à la réalité concrète. Dans la question du renouveau démocratique, la question de la Banque de la démocratie est essentielle. Et il se trouve, parce que le cri a été entendu, nous avons décalé la réforme constitutionnelle après les débats sur les territoires. Et c'est pour ça que ces réponses, ils doivent être sur nos territoires. C'est le moment. Ce n'est pas qu'on va exploser la barre des 3% et qu'on a fait la leçon aux Italiens il y a encore pas si longtemps, il y a un mois et demi de cela, et qu'aujourd'hui on fait pire qu'eux. Effectivement. Nous voulions tenir cette barre et effectivement, on sera au-dessus. 3-3, 3-4. Eh oui, 3-2. Alors ça se. Oui. Et vous savez, on a une seule manière d'y répondre. On va se taper sur les doigts. La croissance. La croissance. Il faut absolument que ça fonctionne. Oui, c'est une réalité. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, quand on voit notre pays, comme on a pu le voir ces dernières semaines. Il est nécessaire de répondre. Être sourd, c'est finalement mettre en danger notre pacte républicain. Donc oui, nous avons fait le choix de trouver de nouvelles formes de financement, de proposer une IS. D'ailleurs, il y a eu un certain nombre de débats permettant des mesures nouvelles pour répondre d'abord à l'urgence qui était le pouvoir d'achat, mais surtout, j'ai envie de dire... On est encore crédible aux yeux de Bruxelles aujourd'hui ? Pardon ? On est encore crédible aux yeux de Bruxelles ? Il y a eu, bien sûr, il y a eu un message. Très crédible aux yeux de Bruxelles. Il y a eu une réponse rappelant la confiance qui a été donnée dans le président de la République et au président de la République pour une raison toute simple, c'est que les mesures qui sont annoncées sont très concrètes, ne viennent pas... Et sont payées par les Français. Mais parce que le budget de l'État, c'est le budget des Français. Vous êtes exactement dans la continuité. Le budget de l'État, c'est le budget des Français. On vit une crise depuis 40 ans et vous poursuivez les mêmes réformes néolibérales, exactement les mêmes. Vous considérez que le travail est un coût alors que c'est la seule source de richesse dans le pays. Il faut s'attaquer au coût du capital, c'est-à-dire aux dividendes qui sont versés par les entreprises à leurs actionnaires, je le répète, 180 Nous avons une philosophie, en 2017. C'est que le travail paye, monsieur. Le sujet, il est là. Exorbitant exigé par les banques. Et ça, jamais un seul sujet et une seule philosophie, que le travail paye, que ceux qui s'élèvent le matin puissent mieux vivre, que l'ascenseur social fonctionne. Aujourd'hui, il y a des réformes extrêmement profondes qui sont lancées. L'école, parce que la première des inégalités commence là.
le logement, parce que les Français n'arrivent pas à se loger. Et aucune mesure n'a été annoncée pour les jeunes. Aucune dans l'allocution du président de la République. C'est hallucinant. Moi, je dirais surtout, oui, pour conclure rapidement, que le travail ne paye pas. Aujourd'hui, il est taxé. Parce que les heures supplémentaires défiscalisées. Alors justement, je vais vous mettre une fois de plus face à vos contradictions. La défiscalisation des heures supplémentaires, quand nos députés l'ont proposé à l'Assemblée nationale via un amendement, vous l'avez refusé. Alors qu'aujourd'hui, vous le proposiez. Écoutez, moi, je me réjouis. Eh bien oui, parce que nous savons entendre, nous savons débattre. Oui, voilà. Non, mais sauf que vous êtes la réflexion à l'avance. Parce que quand nous le proposons, vous le refusez, parce que vous êtes dans la démagogie. Donc là, nous. La démagogie, c'est ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui. Alors vous vous félicitez au fait que vous ayez repris nos propositions, et je me félicite. Bah voilà, félicitez par adopter toutes nos propositions. Sur les heures supplémentaires, déjà, vous dites que vous voulez que le travail paie, et vous vous concentrez sur le fait que les Français devraient travailler plus. Non, ils travailler plus pour gagner plus. Ils travaillent déjà assez, ils devraient être payés au prix de ce travail. Et deuxième chose, vous faites la désocialisation des heures supplémentaires, c'est-à-dire que vous allez affaiblir les ressources de la sécurité sociale. Et derrière, c'est encore les Français qui le vont point payer. final pour ce débat. Vous restez avec nous, avec bien sûr Christophe Castaner qui a cédé face aux revendications des policiers hier, augmentation de salaire, mais vous allez voir que certains policiers, certaines femmes de policiers en colère souhaitent plus. Christophe Castaner doit-il faire plus pour la police? On en parle juste après ça. Allez, on se retrouve pour la deuxième partie de notre débat dans le Grand JT. Ils souhaitaient absolument des augmentations de salaire. Leurs revendications ont été entendues hier soir très tard. Les policiers ont obtenu gain de cause après une journée de protestation, entre 120 et 150 euros d'augmentation. Pouvoir d'achat donc en hausse et surtout un dialogue enfin renoué. Mais pour certains, comme les femmes de force de l'ordre en colère, eh bien ce n'est clairement pas assez. Bonsoir Perrine Saleh, vous vous trouvez devant l'un des commissariats du 8e arrondissement de la capitale. Merci d'être avec nous en direct. Avec à vos côtés Jean-Laurent Costantini qui est derrière la caméra. Christophe Castaner doit clairement faire plus? Oui, clairement plus, parce qu'en fait, le protocole signé concerne uniquement les salaires. La véritable problématique pour nous, c'est qu'il faut dépasser l'uniforme, dépasser le matricule et voir l'humain sous l'uniforme et sous ce matricule. En fait, ce sont des pères de famille, des mères de famille qui sont sur le terrain tous les jours. La véritable problématique, c'est que, outre les salaires, outre le pouvoir d'achat, le protocole ainsi signé ne parle pas encore des heures supplémentaires impayées. On a quand même 24 millions d'heures supplémentaires impayées en France concernant les policiers nationaux. On a toujours des policiers nationaux payés à 0,97 centimes de l'heure en nuit. Alors que dans le privé, par exemple, c'est haussé, c'est augmenté, parce que c'est une prime de nuit, une prime de difficulté de travail. La véritable problématique, en fait, c'est qu'on ne se soucie pas vraiment de ce qui se passe à la base, sur le terrain, pour nos hommes et nos femmes qui le vivent. C'est-à-dire qu'on a du matériel désuet, qu'ils utilisent du matériel désuet, des casques datant des années 80, des grenades lacrymogènes qui sont périmées. Ce genre de problématique, c'est une insécurité pour nos hommes et nos femmes qui sont sur le terrain, mais également une problématique pour les citoyens qui sont en danger, parce qu'on ne peut pas les protéger convenablement. Et pour nous, les femmes, les familles, c'est une véritable problématique, parce que nos hommes ne sont pas en sécurité. Ils n'ont même pas les moyens de pouvoir se défendre eux-mêmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que mon homme a dû dépenser 300 € pour pouvoir s'équiper et se protéger lors des manifestations Gilets jaunes. Alors effectivement, c'était un événement à part entière et particulier. Mais au quotidien, c'est racheter une paire de menottes parce qu'il n'y a pas suffisamment de dotation, racheter une lampe torche et ainsi de suite. Donc effectivement, il y a une véritable problématique d'insécurité pour nos hommes et nos femmes de citoyens. Perrine Saleh, vous restez bien entendu avec nous en direct depuis le 8e arrondissement de la capitale. Je vous présente les personnes en plateau. Edwige Diaz, conseiller régional du Rassemblement national en Nouvelle-Aquitaine. Igor Zamiki, secrétaire de la Fédération du Parti communiste français de Paris. Et Sarah Ellery, députée de Loire-Atlantique et porte-parole du MoDem. Christophe Castaner doit faire plus. On entend ce cri du cœur, ce cri de colère de Perrine Saleh. Madame, je ne vais pas débattre avec vous parce qu'en fait... Vous lui parlez directement, s'il vous plaît. Très bien. Je ne vais pas débattre avec vous parce que je suis d'accord avec vous sur les revendications et sur les sujets. En fait, nos forces de l'ordre, aujourd'hui, font la fierté de notre pays. Et il se trouve qu'il y a deux sujets. Quand
On parle de l'augmentation du chemin qu'il faut faire. Aujourd'hui, ce qui a été signé, c'est une avancée. Mais c'est que le début. Parce que nous avons augmenté le budget d'1 milliard en à peine... Ce n'est qu'un effet d'annonce, en fait. Non, c'est qu'un début. Je vais vous dire pourquoi. Très sincèrement. Parce qu'il y a la question de la revalorisation des salaires, bien sûr. Et ça, depuis 2001, rien n'a été fait et c'est une étape. Mais ce qu'il y a dans l'accord, c'est également, dans les 3 mois, trouver les solutions pour payer cette dette. Cette dette, elle est morale. Et je vous assure, et je prends l'engagement, qu'il y aura des solutions qui seront trouvées. Parce Ce n'est que pas cette qu'une dette, dette elle nous morale, on a engage. besoin aussi d'accompagnement social, d'accompagnement psychologique pour nos hommes et nos femmes sur le terrain. Je suis d'accord avec vous. Et vous savez, à chaque fois que je peux, en tout cas à Nantes, je Il faut rencontre savoir qu'aujourd'hui, les policiers on a ou des les femmes gendarmes. et des enfants qui se font harceler parce qu'ils sont fils ou filles de force de l'ordre. On se fait traiter de pute à flic. On se fait injurier à tous les jours. Et la réponse pénale est aussi insuffisante par rapport à cette problématique-là. Il faut en être conscient. Je suis d'accord avec vous. Il y a la question pénale et il y a la question de l'éducation. Aujourd'hui, l'uniforme ne protège plus. Et quand je discute avec les policiers chez moi à Nantes, ou les gendarmes, et des gendarmes me disent « Je n'ai même pas encore annoncé à ma femme que nous allons déménager parce que le lieu dans lequel on va aller n'est pas habitable en l'état », eh bien j'ai honte, madame. Et c'est parce que nous avons conscience de cette problématique que les réponses, elles doivent être sur le matériel, sur les moyens de défense, sur les véhicules. Est-ce que vous savez que des policiers nationaux, quand ils sortent d'école de police, dorment dans leur véhicule parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir se loger et parce qu'ils n'ont pas le temps de pouvoir le faire? Imaginez pour une famille où il faut scolariser un enfant, il faut trouver un emploi pour le compagnon ou pour la compagne, il va falloir trouver également un logement dans des zones qu'ils ne connaissent absolument pas et attendre à peu près 15 ans avant de pouvoir muter dans sa région natale. J'ai tout à fait conscience de ces problématiques. Et il se trouve que nous avons laissé, malheureusement, nos forces de sécurité, policiers et gendarmes, beaucoup trop longtemps souffrir de cette situation. Et c'est pour ça que les réponses, elles ne sont d'abord sur le salaire. Oui, et ça, c'est beaucoup très trop concret. longtemps laissés pour compte. Depuis 2016, les policiers sont en colère et sont dans les rues. Et c'est vrai. Et c'est pour ça que nous allons augmenter le nombre, parce que la pression du travail est également importante. On s'est engagé à 10 000 recrutements. Aujourd'hui, il y en avait 1280. Juste pour information, vous annonciez des recrutements? Oui, tout à fait. Sauf que ces recrutements ne sont pas suffisants pour couvrir les suicides, pour couvrir les départs en retraite, pour couvrir les morts en service, pour couvrir les personnes qui, au final, vont dans les syndicats et ne bougent plus sur le terrain. Est-ce que vous vous rendez compte de cette problématique-là? Oui. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, 89 uniformes se sont suicidés? Oui. Un policier en et OPEX, c'est malheureux. un militaire en OPEX, et c'est la honte de notre République, oui. Des jeunes hommes et femmes se suicident à peine 20 ans. Oui, bien sûr. Et le recrutement qui arrive nous permettra à peine d'arriver au niveau de 2007. 10 000 recrutements. Alors pour le recrutement, est-ce que vous savez également qu'on est en hiver et que les élèves d'école de police n'ont pas de manteau d'hiver alors qu'ils doivent être en uniforme? Elvis Diaz, est-ce que le gouvernement doit faire plus? Est-ce que Christophe Castaner, qui visiblement, et on le reconnaît, tout le monde le reconnaît, en tout cas les 3 principaux syndicats l'ont reconnu, que le gouvernement donc a fait un chèque, qu'il fait plus, mais est-ce que Christophe Castaner a bien saisi le malaise profond au sein de la police? Est-ce qu'il doit faire plus? Non, pas du tout. Il y a plusieurs aspects dans cette crise. Non, je ne pense pas. Il y a plusieurs aspects dans cette crise. Moi, tout d'abord, je voudrais rendre hommage aux policiers qui rendent le service à la nation et qui, malgré tous les temps, sont sur le terrain parce qu'on a besoin d'eux. Donc, il y a une partie qui concerne les moyens financiers. Évidemment qu'il va falloir payer ces 23 millions d'heures supplémentaires qui traînent depuis des années. Ce que j'entends dans les propos de la députée Modem, c'est... Une fois de plus, c'est des effets de communication. Sur le dernier budget, il manque 62 millions d'euros dans le budget. Et ces moins 62 millions d'euros auraient servi à payer des véhicules qui passent au contrôle technique. Pas sur les forces de l'ordre. Pas sur les forces de l'ordre. C'est moins 62 millions d'euros dans votre budget. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'avec ce manque à gagner, on ne pourra pas payer les manteaux comme le réclame la dame. Il faut évidemment recruter. Au Rassemblement national, nous proposons le recrutement de 15 000 policiers et gendarmes. Mais c'est aussi une question de politique. Moi, je vois en Gironde, par exemple, les maires, par lobbying écologiste, souhaitent pratiquer l'éclairage nocturne, ce qui rend la tâche des policiers encore plus difficile parce qu'ils sont confrontés au danger. Par exemple, au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, nous avons proposé la gratuité des transports TER pour les forces de l'ordre. L'ensemble de la classe politique a refusé
cette proposition qui était pourtant de bon sens. Et enfin, c'est aussi la réponse pénale. Quand je vois en 2007 la personne qui a porté un t-shirt indiquant un bon flic est un flic mort a été relaxée. Quel message est-ce qu'on envoie aux policiers? Il ne faut pas oublier le nombre d'agressions, je finis vite, le nombre d'agressions qui touchent ces policiers. En Gironde, c'est 120 policiers qui ont été agressés. On n'a rien fait pour ça. Et les policiers sont agressés chez eux. Je pense aux policiers de Magnanville. La réponse, effectivement, de Je peux juste vous mentionner que lors des mobilisations Gilets jaunes, il y a eu un jeune homme à Tours qui avait 23 ans, un cocktail Molotov dans son sac, 6 pierres, des appareils photo et 2 textos. C'est-à-dire, il faut préparer les armes et niquer du flic. Cette personne-là a été relaxée, puis condamnée à quelques euros d'amende pour consommation de stupéfiants. Est-ce que c'est ça le message que la justice française veut passer aux familles, aux forces de l'ordre et à leurs enfants? Que c'est possible de brûler des policiers au cocktail Molotov lors d'une mobilisation Gilets jaunes, donc une mobilisation citoyenne. Vous souhaitez être reçu par le ministre de l'Intérieur? Mais évidemment, ça fait depuis le mois d'août 2017 que notre association a écrit au ministère de l'Intérieur, à l'Élysée et à d'autres personnalités au sein du gouvernement actuel. Il faut savoir que monsieur le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, nous a répondu en date du 30 novembre 2018 et qu'il a refusé de nous recevoir, mais qu'il allait transmettre notre message au préfet qui était concerné par ces problématiques. Ça ne m'étonne pas, madame, parce que, encore une fois, le gouvernement, malheureusement, sur ce sujet, comme sur d'autres, ne prend pas, comme vous l'avez dit, la question de l'humain. Je veux dire, les policiers aujourd'hui, ils sont livrés à eux-mêmes sur le plan psychologique, ils sont épuisés par le nombre d'heures de travail. Ça a été dit, plus de 20 millions d'heures supplémentaires non payées. Depuis janvier 2018, on est à plus de 61 suicides, plus d'un par semaine. Est-ce qu'on mesure cette souffrance-là? Et dire, pour les policiers, comme pour l'ensemble, suicides de force confondus. Comme pour l'ensemble de la fonction publique, et il y a des mesures à prendre. Il faut titulariser des agents, il faut recruter, il faut, sur le pouvoir d'achat, il faut dégeler le point d'indice et il faut intégrer les primes et les allocations. Mais quand j'écoute Perrine Saleh, c'est même plus un problème d'argent, c'est carrément... Donc, il faut carrément changer de paradigme. Et évidemment, parce qu'il y a toutes les conditions matérielles qui ont été décrites, donc que ce soit sur le pouvoir d'achat, que ce soit sur les conditions matérielles, on voit bien que la réponse aujourd'hui n'est pas à la hauteur par le gouvernement et qu'il y a besoin de mesures beaucoup plus importantes. Le gouvernement doit-il faire plus? Le gouvernement fera plus. Fera, futur. Oui, fera. Parce qu'aujourd'hui, nous avons acté une réponse très concrète. Et nous, on n'attend pas des annonces, on attend des actes, des salaires. En fait. Dans l'accord, il y a l'augmentation des salaires. On attend des actes. Oui, mais... Aujourd'hui, il y a eu un acte. Aujourd'hui, il y a entre 120 et 150 euros d'augmentation parce qu'aujourd'hui, il y a un acte concret. Mais il y a aussi surtout un accord avec un début et une fin, disant que d'ici maximum 3 mois, nous trouverons la solution. Les organisations syndicales, dans le cadre du dialogue social, trouveront des solutions pour payer cette dette. Parce que cette dette, elle est due. Et les flics de terrain, est-ce qu'ils seront écoutés? Est-ce que nos gendarmes seront écoutés? Mais oui, que nos militaires dans le cadre du dialogue social, les organisations syndicales ont porté ces sujets. Comme le gouvernement ils ont débattu. Du dialogue social maintenant, alors qu'il a été attaqué Le sujet est extrêmement grave. Et encore une fois, ni on les autres, les résultats, ni les associations. Dans les petites phrases. Aujourd'hui, on parle de nos forces de l'ordre. Et pour nos forces de l'ordre, il y a plusieurs sujets. Évidemment, les questions de l'éducation, parce que aujourd'hui, les uniformes, malheureusement, ne sont plus respectés. Et ça, c'est une responsabilité collective. Oui, excusez-moi, mais quand j'entends le Parti communiste... Je suis désolée, j'en ai marre, moi, de recevoir des menaces de mort dans ma boîte mail. Ouais. Je veux juste dire que quand j'entends le Parti communiste venir dans la rue, parce que je suis obligée de déménager pour pouvoir être loin du commissariat. On défend tous les agents publics, madame. Non. Alors moi je sais que votre petit copain Poutou dit qu'il faudrait désarmer les policiers, ça leur éviterait d'être violents. Alors moi, par contre, on est pour l'interdiction des armes dangereuses, comme les flashballs, comme les tasers. On est parti sur autre chose. Donc attendez, parce qu'il ne faut pas dire tout et n'importe quoi. National a aussi appelé à manifester sur les Champs-Élysées. Je ne pense pas que ça ait facilité le
travail des forces de l'ordre. On défend les agents publics, mais oui. Allez, rapidement, s'il vous plaît, 20 secondes. Pour qu'elle soit retirée. En 20 secondes, aujourd'hui, et vous n'avez qu'à lire la presse. Est-ce que vous défendez les surveillants pénitentiaires qui sont agressés à tous les jours dans les prisons? Mais bien sûr, c'est la même question. Et aussi, ils ont des problèmes de la violence quotidienne. Je veux juste dire que moi, je dans la Drôme, aujourd'hui, des manifestants ont roué tous les jours et par le policier, même détenu, ont agressé et qu'il faut attendre encore qu'il soit Perrine Saleh, merci encore d'avoir été avec nous en direct sur CNews pour ce grand débat. Merci à tous les trois également. On est à court de temps, je suis désolé, on aura très largement le temps d'en reparler. Sonia Mabrouk arrive dans quelques toutes petites secondes pour les voix de l'info. Passez une excellente soirée en notre compagnie. Merci. Merci.